Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live hebdomadaire, un nouveau live de la semaine. Cette fois, on est mercredi, il n'y a pas de week-end de course en cours comme on avait pu avoir la semaine dernière. Ce dernier week-end de la saison au Moyen-Orient se tenait de mercredi à vendredi. Il a été, il a été très bien. Il a été franchement très très bien ce dernier week-end. Un petit peu chaotique du côté de la Formule régionale. Il a été couronné de succès côté tricolore du côté de la F4. Mais, évidemment, il n'y a pas eu le titre au bout pour Andy Consani qui partait d'un petit peu trop loin, mais qui a quand même fait une très belle double victoire. Il y a beaucoup de choses à évoquer sur ce petit live hebdomadaire. Évidemment, on va reparler des championnats au Moyen-Orient qui viennent de se terminer. Vous êtes déjà bien actifs, bien présents dans le chat. On va évidemment parler de l'actualité de la semaine, notamment un petit peu faire un micro-bilan des tests de pré-saison F3, même si ça veut pas forcément dire grand-chose, en tout cas en sortir les tendances. Première fois que je suis à l'heure, non, tu as déjà été, je pense. On va pas encore parler de F4 France. On ne va pas encore parler de F4 France sur ce live. On en parlera plutôt la semaine prochaine, puisque la F4 France fait son retour en quelque sorte avec les premiers tests de pré-saison la semaine prochaine à Nogaro. Mais voilà, il y a aussi d'autres choses qu'on va évoquer. Il y a un nouveau championnat, enfin un nouveau championnat. Oui, une nouvelle saison commence maintenant, commence ce week-end à Portimao, au Portugal. C'est l'Eurocup 3 Spanish Winter Championship et l'Eurocup 4 Spanish Winter Championship. Qu'est-ce que c'est que ces championnats? On les avait un petit peu évoqués sur YouTube en tout début d'année. Je vais refaire un petit point. On a une grande liste de pilotes avec quelques Français engagés qui vont faire leur début dans leur nouvelle catégorie, comme Raphaël Perrard et Louis Cochet notamment. Sans plus tarder, hop, le petit PowerPoint. Actuellement en train de faire un visuel d'annonce pour un pilote de F4 France. Est-ce que c'est un pilote bon? Est-ce que c'est un pilote bon? Puisque il y a du potentiel. Il y a clairement du potentiel. Je sais pas avec tous les pilotes, je sais pas tous les pilotes avec lesquels tu travailles, mais la liste des pilotes de F4 France, qui n'a pas encore été révélée officiellement, est complète et un redoublant qui peut jouer le titre. Hugo Héroin? J'ai envie de dire, je sais que tu l'apprécies bien, donc je dirais Hugo. Je dirais Hugo, et qui est très, enfin, qui est un très bon pilote et aussi qui est très sympathique, très sympathique aussi. Bon, écoutez, sans plus tarder, on va commencer avec l'actualité de la semaine, notamment revenir sur l'annonce surprise, l'annonce qui sort de nulle part, l'annonce qu'on ne comprend pas. Voilà, on a des pilotes de développement un petit peu tous les jours, j'ai l'impression. On avait eu du Victor Martins chez Williams, on avait eu Dorian Pain chez Mercedes, on avait eu que dire, enfin je sais pas, Simon Pagenaud qui est chez Cadillac aussi. Eh bien, les Suisses auront un nouveau pilote de développement avec Audi. Avec Audi, vu que Ralf Boschung, oui, le Ralf Boschung, qui avait participé à toutes les saisons de F2 entre 2017 et 2023 avec 120 départs pour une victoire, Ralf Boschung, le même qui avait annoncé sa retraite du sport automobile en février 2024, fait son retour. Alors ça va être un rôle de pilote de l'ombre, on va dire, mais du coup, voilà, Ralf Boschung qui fait son retour et qui arrive dans le monde de la F1. Eh bien, je l'avais pas vu venir celle-là, hein, je préfère être honnête avec vous. Voilà, je sais que ça a pas mal fait parler parce qu'on ne comprend pas en fait. On ne comprend pas d'où sortent tous ces pilotes de développement. Est-ce que tous les pilotes de développement qui sont annoncés, c'est parce que euh, est-ce qu'ils sont là par leurs compétences au simulateur? Est-ce qu'ils ont vraiment prouvé leur valeur dans le simulateur? Parce qu'il y a des pilotes qui sont pas très bons sur la piste, ou en tout cas moyens ou bons à tout casser sur la piste, mais qui au simulateur sont très bons à côté et qui sont beaucoup plus calés et qui vont vraiment aider à développer la voiture. Est-ce que c'est le cas de Ralph Boschung? Je sais pas forcément. J'ai pas d'informations là-dessus, mais il y a vraiment cet hiver, on annonce 36 000 pilotes de développement. Euh, de ce que je sais, il apporte budget et expérience. Bah, expérience de quoi? Enfin, c'est un petit peu comme. Alors, c'est encore plus gros, mais c'est un petit peu comme Dorian Pain. Genre, Dorian Pain, elle a une grande expérience aussi de l'endurance, elle a été championne de F1 Academy, etc. Qu'est-ce qu'elle fait pilote de développement Mercedes F1? Alors, en quoi
mais peut-être que je me trompe, hein, enfin, peut-être que justement son expérience de l'endurance apporte quelque chose en plus que les autres pilotes qui n'ont fait que de la monoplace n'ont pas, mais je sais pas, je trouve ça surprenant. La Raj Boschung, il n'a jamais piloté une F1, il n'a jamais fait de test dans une F1, et il va être le pilote référence, oui, avec Neil Jani, je sais pas comment on le dit, je sais pas si on prononce le J, mais Neil Jani qui fait partie de l'équipe Audi F1 depuis 2023, c'est vraiment le tout premier pilote qui avait été annoncé. Je j'ai du mal à comprendre, ouais. Dans le simulateur Audi, on trouve Neil Jani, Boschung et Elia Weiss, ça doit être cocasse, ouais. Bah, ouais. Audi a Boschung et Jani. Boschung connaît les pistes de F1 et l'environnement, alors que Jani, c'est du pur retour technique. C'est vrai qu'il connaît les pistes, après, il connaît pas toutes les pistes non plus. Mais enfin, je sais pas, pourquoi lui? Pourquoi lui? Maintenant, après, s'il apporte du budget à côté, pourquoi pas, hein. Enfin, mais c'est surprenant, voilà, c'est surprenant après 2 ans d'absence. C'est comme Cadillac qui avait annoncé 3 pilotes de développement d'un coup avec Pietro Fittipaldi, Simon Pagenaud et Charlie Eastwood. C'est très hétéroclite. Maintenant, je pense qu'ils doivent piocher un petit peu dans les qualités de chacun, en sachant qu'il y a beaucoup plus de qualités chez notre Français Simon Pagenaud, en toute objectivité bien sûr. Mais voilà, je trouve ça surprenant, toutes ces annonces, alors que généralement, pilote de développement, de base, c'est surtout enfin, c'est un rôle de l'ombre, quoi. Et il y a des pilotes qui sont pilotes de développement depuis des années, dont on n'entend jamais parler, du style Jordan King chez Alpine, Oliver Turvey qui a longtemps été chez McLaren, qui est passé chez Williams récemment, Williams qui a aussi Harrison Scott, pilote complètement random des années 2000. Bon, écoutez, c'est surprenant, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? On va passer au test de pré-saison F3 avec notamment nos Français qui traînaient leur nouvelle couleur, Théo Final qui était avec le blanc. Oui, bah Turvey, Oliver, je l'ai dit non? Oliver Turvey qui est passé de chez McLaren à Williams. Je crois l'avoir dit à l'instant. Mais merci beaucoup Fossilias pour ton 2e mois de Prime. Petit Prime d'un fan mystère. Oh là 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 là. Oh là là. En tout cas, merci beaucoup à toi. Euh, merci. Euh, Donc voilà. Côté test de pré-saison F3, on avait été au final avec le blanc de Campos, pas de livrée surprise. On sait qu'il y a eu des discussions avec Red Bull à un moment, elles n'ont pas abouti, ou en tout cas pas pour le moment. Euh, donc voilà, donc avec le blanc Campos habituel, Alessandro Giusti, lui, gardait bien le bleu Williams, sauf que le bleu Williams a changé entre-temps dans l'intersaison, mais il reste bien avec MP Motorsport, avec une livrée Williams, et on avait Enzo Dellini, non pas avec Prema, mais bien avec Von Amersfoort Racing, comme on a pu l'évoquer lors des lives précédents. Je ne vais pas tirer de grandes conclusions, hein, globalement sur 3 jours d'essais de pré-saison. D'ailleurs, il y a aussi les essais de pré-saison de F2 qui sont en cours actuellement. C'est très dur de tirer des conclusions à partir de 3 jours de test. Souvent, il y a un truc qui est assez sympa. Souvent, les confrères de Formula Scout font un petit récap des rythmes en course, des rythmes qualifs, etc. En combinant vraiment toutes les datas qu'ils ont, tous les tours chrono qui ont été faits. Euh, c'est pas mal, mais au final, ça reste assez éloigné de ce qu'on voit le reste de la saison. Ça donne toujours ça donne toujours des données intéressantes, mais c'est des données qui sont assez parcellaires, on va dire, parce que aussi toutes les équipes sont limitées, tous les pilotes sont limités en termes de trains de pneus, en termes de nombre de trains de pneus, ce qui fait que le roulage est assez limité, et c'est pour ça qu'on peut avoir vraiment des, des dizaines de minutes parfois où il n'y a aucune activité en piste, alors que pourtant tu te dis bah, c'est le seul moment où ils peuvent piloter CF2, CF3, en plus sur une piste à Barcelone, une piste qui est au calendrier, tu te dis il devrait poncer la piste. Bah non, parce qu'il faut économiser un petit peu les trains de pneus, faut les utiliser au bon moment. Donc voilà, c'est toujours des données un petit peu à prendre avec des pincettes, j'ai envie de dire. Donc voilà, on peut ressortir que des tendances, mais voilà, il n'y a pas une hiérarchie spécialement qui se dessine. Merci beaucoup à Julien qui a offert un sub à Homero qui n'était plus abonné. Aïe, 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 catastrophe. Catastrophe, c'est ton 111e sub. Ah bah après, chiffre rond, chiffre rond. Non, non, faut arrondir à 200 après. Et 222, et puis après 300. Non, c'est pas un chiffre rond ça. En tout cas, merci beaucoup à toi. Euh,
Donc voilà, les tests de pré-saison F3, tout ce qu'on peut dire. Côté français, j'ai envie de dire, parce que on a vu notamment Ugo Chukwu qui a été aux avant-postes avec Campos, on a vu ensuite Slater qui a fait le meilleur temps, Freddy Slater qui a fait le meilleur temps au général, et au final, sur la troisième journée, c'était Ophinael qui a fait le meilleur temps de la dernière journée. C'est très bien, surtout que voilà, il y a trois favoris qui semblent se détacher pour le moment. Ils sont chez Trident et chez Campos, c'est les grandes équipes, enfin c'est les deux grandes équipes. De toute façon, vous en faites pas, on va faire comme l'année dernière. On va refaire une grande semaine sur YouTube et sur Twitch pour faire des previews de F3, de F2. On reprendra tout, on refera des pronostics, on refera tous des tier lists. Vous en faites pas, vous en faites pas, je vais préparer ça bientôt. Euh, Qu'est-ce que je disais? Donc Théo Finaël a fini avec le meilleur temps de la troisième journée, fort bien. Ce que j'ai bien aimé surtout, c'est voilà, Slater et Oguchuku, ils étaient devant au début, mais on peut aussi dire qu'ils étaient plus affûtés. Slater et Oguchuku, ils ont roulé tout l'hiver en Nouvelle-Zélande, où ils se sont battus pour le titre en Formule Régionale Océanie. Théo Finaël, lui, n'avait pas roulé depuis la fin de enfin, depuis les essais d'après-saison de F3, donc depuis octobre ou novembre, oula, enfin en tout cas, il n'avait pas roulé depuis plusieurs mois. C'est vrai ou c'est la blague? Ah non, non, rien, pour Cher Martin, enfin je saute au prochain point, mais pour Cher Martin, ses plans sont bien consultants Canal Plus cette année. Donc voilà, Théophile Naël était peut-être moins en forme, moins affûté pour les 2 premiers jours, et au final, il est entré dans le rythme, et dernier jour, il claque le meilleur temps. Je trouve ça positif. Maintenant, voilà, je peux pas faire je peux pas m'enflammer non plus et dire qu'il sera champion de F3. Voilà, on verra ce qu'il en sera à Melbourne. À Melbourne dans 2 semaines. Attendez, dans 2 semaines et demie. Voilà, ça se rapproche l'air de rien le début de saison F1, F2, F3. Pour nos autres Français ont été un petit peu plus discrets. Pour Alessandro Giusti, j'ai envie de dire, comme d'habitude, voilà, comme d'habitude aux essais de pré-saison, Alessandro Giusti, il est loin. On va pas se le cacher. Je ne m'affole plus pour ça, parce que voilà, il fait le coup chaque fois, même en F4, en Freca, etc. Il est toujours un petit peu loin, et puis au final, bah, il fait une très bonne saison. Il fait une bonne ou très bonne, voire excellente saison. Ensuite, donc pas spécialement d'affolement, mais c'est vrai qu'on l'a pas spécialement vu jouer au sommet de la feuille des temps, et que Tuka Taponen, lui, son coéquipier, un petit peu plus. Mais oui, enfin le line-up de son équipe de MP Motorsport, Taponen, Justi, Kolnagi, pa là là, pa là 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 là, c'est exceptionnel. C'est du grand art MP. Mais donc voilà, Justi ne s'est pas montré. Je commence à connaître le bonhomme, ça fait plusieurs années qu'il est en formule de promotion maintenant, voilà, pas d'affolement, et on verra ce que ça donne à Melbourne. Et pour Enzo Dellini, du coup, il a dû découvrir une nouvelle équipe alors qu'il avait testé pendant l'hiver avec Prema. Il avait fait plusieurs tests avec des anciennes, des F3 d'ancienne génération, et au final, on sait ce qui s'est passé. José Carrasquedo est parti, et il y a une place qui s'est libérée. Enzo Dellini a réussi à l'avoir. Et bah directement, avec sa nouvelle équipe, face à Yu Yamakoshi et Bruno Del Pino, qui sont peut-être pas les références de l'année, mais qui sont pas des mauvais pilotes pour autant, hein. Yu Yamakoshi a fait quand même un top 10 en Freca, dans le top 5 de la F4 italienne après avoir longtemps été deuxième l'année précédente. Et Bruno Del Pino n'était pas très coté, mais a fait une très bonne première saison de F3, donc lui, c'est déjà un redoublant. Et Enzo Dellini, directement d'entrée de jeu à dominer ses coéquipiers. Maintenant, voilà, ça reste des essais de pré-saison, mais en tout cas, c'est un début positif pour Enzo dans sa nouvelle équipe. Et maintenant, bah voilà, on a 3 Français pour cette saison de F3, et puis on va voir ce que ça donne, j'ai envie de dire. Euh, J'allais dire que le line-up F2, F3 de MP, ça joue avec Prema 2023, mais ils ont Goethe en F2. C'est vrai que ça gâche un petit peu tout. Alors que, donc c'est vrai que là, ils ont Mini aussi qui est en F2, ça gâche un petit peu d'avoir Goethe. Alors qu'un petit Tramnitz, un mini Tramnitz en F2, ça aurait été exceptionnel. Mais il faut bien que le budget il arrive quelque part aussi. Donc, déjà, Taponen, Justi, Kolnagi, je pense que c'est. Bah,
Tapponen, enfin c'est pas mal Ferrari qui le soutient financièrement, il fait partie de l'un des rares, c'est l'un des rares pilotes pour lesquels l'Académie Ferrari donne de l'argent, puisque souvent les pilotes de l'Académie Ferrari sont assez indépendants financièrement. Eux, ils donnent de l'argent pour Tapponen, Williams donne de l'argent pour Giusti, et Red Bull, Colnaghi, je sais pas si c'est tant un pilote payant que ça, mais ils ont fait un braquage MP car c'était pas les meilleurs l'an dernier, et pour moi ils le seront toujours pas. Donc c'est pour ça que voilà, pour Tapponen, Giusti, Colnaghi, je peux pas leur mettre, même si Tapponen et Giusti c'est des redoublants, je peux pas leur mettre des objectifs de titre, hein. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler quand on refera les previews de F3 plus précisément, parce qu'on a d'autres championnats à évoquer, mais c'est trop. Enfin, MP semble partir de trop loin sur le papier. Ils étaient nulle part face à Trident et Campos. C'était la troisième meilleure équipe, soit, mais il y avait quand même une sacrée marge, hein. Il y avait quand même une sacrée distance avec Campos et Trident, et encore aux essais de pré-saison, bah, c'est Campos et Trident qu'on a vu le plus souvent devant. Côté Formule 2, alors je vous avoue, déjà l'an passé, la F2, on n'était pas très passionné. On n'était pas très bizarrement, toutes les casse moteurs, toutes les clowneries, toute la malchance aussi pour Victor Martins, les espoirs de F1 qui s'en allaient au fur et à mesure des courses. Voilà, on n'était plus dedans. Là, c'est encore pire. C'est encore pire. Le fait qu'il n'y ait pas de français aussi n'aide pas, hein, d'un point de vue parfaitement chauvin. Ça n'aide pas à ce qu'on soit particulièrement hypé. Pourtant, il y a des. Je pense, ça ira sur les premiers meetings, mais là, voilà, sur les essais de pré-saison de F2, j'ai du mal, voilà, à beaucoup m'y intéresser pour le moment. Pourtant, il y a des pilotes à surveiller, hein. Je pense notamment en premier lieu à Colton Herta qui a une livrée Cadillac. Mais voilà, pour le moment, c'est dur de s'y intéresser. Pas de français pour la première fois depuis 2018. Voilà, vous en faites pas, on fera bien une preview de la F2, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à surveiller, et puis c'est potentiellement des pilotes qu'on peut retrouver en F1 dès l'an prochain. Je pense à Rafael Camara, je pense à Alex Dunn, je pense à Colton Herta, Nicolas Tsolov même possiblement, mais bon, va falloir voilà, je vais un petit peu me forcer à essayer d'enlever mes a priori de la F2 de l'an passé. Le fameux live nocturne de Melbourne cette année, bah alors, j'avoue que ça va être normalement, c'est l'objectif. Je ne peux le garantir à 100% parce que je ne suis plus tout seul. J'ai une petite puce à m'occuper, mais normalement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Melbourne pour Percy, c'est comme la Saint-Valentin pour les fleuristes. Ah mais clairement, c'est là où je fais mon chiffre d'affaires de l'année, hein, sur Twitch. Euh, mais oui, normalement, ça va être une semaine de fou furieux. Oh là là, comment je vais m'en sortir? Ah bah je vais bien m'amuser cette semaine. Mais non, normalement, je fais bien live nocturne. Voilà, l'objectif c'est de faire vendredi, samedi, dimanche, les qualifs, les courses sprint, les courses principales, puisque c'est ça qui est. Enfin, c'est pas seulement que faire quelque chose de nocturne, c'est aussi la première de la saison. On est obligé de tout suivre. Enfin, c'est un peu ça qui va tout lancer. Donc, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte du week-end de Melbourne. Ça va enchaîner soutenance et live de Melbourne. Alors tu crois pas si... Alors pas soutenance, malheureusement je suis pas aussi avancé dans ma thèse que ça, mais j'ai des entretiens. J'ai des entretiens à faire pour ma thèse. Et donc vendredi soir à 18h j'ai un entretien. Et puis ensuite, bah. Je pense, je sais pas, 23. J'ai pas encore les horaires de Melbourne, je les ai pas encore notés, mais ouais, peut-être 23h30, minuit, jusqu'à 4h, on est en live. Puis il y a aussi. Et puis il y a la F1 aussi. Et puis il y a la F1. Enfin, je veux dire, voilà, c'est plus mon domaine de spécialité, mais la F1, nouvelle réglementation, c'est pas ce qui peut se passer. Ah, je suis content. Je suis content. Là, ça. Ouais. La F1, la F2, la F3 reviennent. Moi, il faut que je me pose un petit peu pour préparer un petit peu tout ce qui est preview. Tout ce qui est preview, pronostic, tier list et tout. Qu'on s'amuse bien et qu'on ait une très très grosse semaine. Mais voilà, les championnats hivernaux se terminent et la vraie saison est en train de démarrer. Voilà, on a pu l'évoquer très rapidement. Non, ce n'est pas une blague, Homero, mais voilà, j'avais envie de le noter dans l'actualité de la semaine, puisque ça a été l'une des actualités de la semaine. Canal+ a fait sa pré-rentrée, on va dire, pour la saison de sport mécanique, et a annoncé son dispositif, etc. Malheureusement, Canal+ n'a rien annoncé de particulier concernant la F2 et la F3.
c'est un petit peu dommage. En tout cas, enfin, généralement, qualification, ils diffusent tout le temps en direct, hormis très rares exceptions. Mais du coup, ça parlait pas d'essais libres, donc malheureusement, je crois que on va devoir se rabattre sur des liens de stream un petit peu pétés sur Sky Sports F1 en anglais du coup. Mais a priori, pas de diffusion d'essais libres de F2 et de F3. Alors, mais voilà, il va y avoir des consultants de marque en F2 et en F3 et aussi en F1 Academy aussi, vu qu'on aura Théo Pourchère, évidemment champion F2 2023, on aura Victor Martins, champion F3 2022 et Dorian Pain, champion F1 Academy 2025. On aura trois consultants de luxe sur les chaînes Canal+, dans les courses de F2, F3, F1 Academy, peut-être un petit peu de F1, je pense pour Théo Pourchère qui l'a déjà fait. Euh, donc voilà, c'est chouette qu'il y ait ces consultants-là, et surtout pour Théo Pourchère, on sait à quel point il est à l'aise et à quel point il apporte une expertise vraiment top, enfin, d'un pilote en plus qui a été dans le monde de la F1 récemment, qui a roulé, qui a fait des séances d'essai, etc. Il apporte vraiment une vraie plus-value, je trouve, euh, et c'est bien qu'il roule à côté. Enfin, c'est bien que sa carrière ne se résume pas qu'à être consultant Canal. Pareil pour Victor Martins qui va aussi rouler avec Alpine en hypercar, même si on rappelle que Alpine a annoncé son désengagement à l'issue de la saison 2026. Voilà, voilà, Victor Martins, le chat noir, continue de l'accompagner même dans ses choix de carrière. Avec Victor Martins, forcément, on est obligé de trouver une transition un petit peu avec Alpine, avec Alpine F1 ou l'Académie Alpine F1 dont il faisait partie. On sait que Victor Martins s'est énormément clashé l'an passé avec Alex Dunn sur à peu près tous les week-ends de F2 possibles. Maintenant, à quoi joue Alpine avec Alex Dunn? Car, si vous n'avez pas suivi, les essais de pré-saison de F2 qui ont débuté hier, les rumeurs qui bruissaient depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je pense même, se sont révélées vraies, ou presque, puisque Alex Dunn a débarqué dans le paddock avec une livrée Alpine. Lors des tests de pré-saison en F2, on rappelle que Alex Dunn fait sa deuxième saison de F2 avec Rodin. Le divertissement, c'est le rage bait originel. Je suis d'accord. Hein, vraiment que Alpine, vraiment les gros méchants de l'histoire, quoi. Ils virent Martins et qu'ils prennent son némésis Alex Dunn. Franchement, c'est le panache. Franchement, c'est le panache. Et voilà, je suis d'accord, on reconnaît bien l'Alpine de Briator. On reconnaît bien l'Alpine de C'est nous les méchants. Les antagonistes suprêmes. Bah, en vrai, s'il y a les résultats, enfin s'il y a les résultats derrière cette année, franchement ça peut être, ça peut, enfin, voilà, alors qu'on soit d'accord, hein, cette équipe n'a plus rien de français. Là je parle juste en termes en termes d'équipe, voilà, en termes d'équipe F1, c'est quand même vachement intéressant, c'est vraiment les gros méchants de l'histoire. Mais est-ce que ça va être des méchants clownesques comme ils l'ont été l'an passé, ou est-ce que ça va être des méchants, ouais, antagonistes et tout, qui peuvent vraiment jouer devant? Ça, c'est ce qu'on va voir. Mais c'est vrai que là, ce move de prendre Alex Dunn, ah, c'est un move d'antagoniste. Ouais, 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 ouais. Du coup, Dunn et Mini en F2, c'est un peu sympa. Ouais, ouais. Someone has to take Franco's seat if the guy underperforms. He was the best driver in the market available. Makes sense. Yes, but he doesn't bring a lot of budget. Contrairement à Colapinto, il amenait du budget. Colapinto amenait du budget, même si évidemment il y a un petit peu moins de budget cette année que les années précédentes parce que il y a quelques sponsors, enfin il apporte moins d'argent vu qu'il y a aussi le retour de Sergio Perez, il y a aussi Gabriel Bortoleto, donc voilà, sa suprématie au niveau de l'Amérique latine est moins évidente qu'à un certain moment. Uh, the only issue is the huge Alpine talent of destroy talents such as Lundgaard, Martins, Piastri, Soloff. Purée, ils en ont eu des talents, hein. Adrien David, j'allais le rajouter. Mais donc, Alex Dunn est avec une livrée Alpine. Les rumeurs disent qu'il devrait être réserviste. Dans ce cas, quid de Paul Aron? Est-ce que bye bye qu'est-ce qu'il devient Paul Aron qui était réserviste l'an passé? Mais surtout, en fait, il a roulé avec une livrée Alpine aux essais de précision de F2 et rien n'a été officialisé. Donc,
Donc, bah, vu que l'annonce n'était pas officielle, ils ont tenté un petit peu de cacher le fait que Dunn roulait avec une Alpine, avec une livrée Alpine. Du coup, la F2 n'a publié aucune image d'Alex Dunn. La seule image qui existe sur la banque d'images accessible pour tous, c'est la première image. Là, l'image du haut, on voit Tsoloff au premier plan avec la livrée Red Bull, on voit Gabriel Mini en deuxième position, et derrière seulement, on voit Alex Dunn. Et ce n'est pas Kouchmaini, puisque Kouchmaini avait un casque d'une couleur noire. Et donc, bah voilà, on a cette photo d'Alex Dunn. Et sinon, il y a eu quelques photos réalisées par des photographes, notamment Pitlane F1 sur Twitter, des médias espagnols qui étaient présents sur place, qui ont pu voilà, leak des photos d'Alex Dunn dans la livrée Alpine. C'est très bien, mais tout ça, ça n'a toujours pas été confirmé officiellement. Et le commentaire officiel d'Alpine à ce sujet, sur la situation d'Alex Dunn qui roule avec une livrée Alpine, il reste en effet avec, il teste en effet avec les couleurs alpines, mais rien d'officiel ou rien que nous ne pouvons commenter à l'heure actuelle. Des discussions sont en cours. Waouh, waouh. Enfin, je sais pas. Vous passez pour une bande d'amateurs. Enfin, je, j'aime pas faire du Alpine bashing puisque c'est vrai qu'ils le mériteraient vu comment ils ont détruit Viry-Châtillon. Mais là, ils tendent le bâton pour se faire battre. Déjà, ça a été, je crois, la seule équipe, ou en tout cas l'une des seules équipes à se faire leak sa livrée F1. On rappelle qu'ils ont fait un reveal, une révélation de leur livrée et tout, alors que la livrée avait fuité lors de tests privés à Silverstone quelques jours avant. Puis là, c'est quoi cette annonce avec Alex Dunn? Pourquoi ça traîne? Pourquoi il roule avec une livrée alpine alors qu'il n'est pas encore un pilote alpine officiellement? Pourquoi vous avez tenté de tout censurer? Pourquoi au final ça fuite quand même? Pourquoi vous n'arrivez à rien maîtriser de la situation? Pourquoi vous faites les choses si mal, Alpine? Enfin, voilà, ça me fascine. Percy, si t'es team principal, tu choisis qui entre Aaron, Colapinto, Dunn et Mini? Bah, ça dépend. Tu parles en termes de. J'ai pas tous les éléments en termes de budget. En termes niveau sportif, euh, j'avoue que pour moi, Mini, ça a toujours été énormément dans mon cœur, mais il n'a pas arrêté de me décevoir, on va dire, Gabriel et Mini. Entre Aaron, je vais pas mettre Aaron, parce que je trouve très bon. Colapinto, je crois pas mal en lui, hein. C'est intéressant comme question. Vraiment, si on. Après, voilà, si on parle en termes. Et puis on rappelle que Colapinto a aussi une expérience en F1. Il a plusieurs grands prix, chose que Aaron, Dunn et Mini n'ont pas. En termes de niveau, j'ai envie de dire, si tu arrives à polir le diamant qui est Alex Dunn, énorme. Mais par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est que Alex Dunn, il n'amène pas de budget. C'est un pilote irlandais, donc venez pas me faire croire qu'il va débloquer genre le marché irlandais pour la F1. Non, il n'y a pas de marché irlandais, enfin, ou alors il est très petit. C'est pas du tout comme Colapinto qui a débloqué l'Argentine et toute l'Amérique latine. Voilà, c'est pour ça que j'ai du mal. Perso, je garde Franco. Bah, franchement, pour moi, Colapinto, il a l'avantage déjà, il a de l'expérience. C'est un très bon pilote. Maintenant, voilà, son année 2026 va être décisive. Mais en plus, et puis il amène du budget. Enfin, je veux dire, pour moi, il coche beaucoup de cases. C'est pour ça que quand on avait fait les prédictions jusqu'en 2030 avec Anthony Drevet à l'été dernier, vous vous étiez tous un petit peu moqués de moi parce que j'avais dit que Colapinto allait rester en F1 jusqu'en 2030. Et en 2030, chez Alpine. Peut-être que Alpine changeait de nom à un certain moment, mais en tout cas, Colapinto restait avec l'équipe. Bah, puisque pour moi, il coche vraiment pas mal de cases. Il y a beaucoup trop d'incertitudes sur les autres pilotes. Voilà, Dunn, c'est vraiment si tu arrives à faire en sorte qu'il se crache pas une course sur deux ou qu'il pète un câble, voilà. Gabriel Mini en soi, je sais pas, surtout qu'il a été pas mal décevant ces 2 dernières années, et Paul Aron, pour moi, je n'y crois pas vraiment. Donc pour moi, c'est vrai que Colapinto, il coche beaucoup de cases. Et puis voilà, ça dépend aussi de la position qu'aura Alpine. Alpine, imaginez, voilà, il joue les podiums, il joue les victoires.
C'est pas sûr qu'ils prennent. C'est pas sûr qu'ils prennent, comment dire, qu'ils prennent un pilote rookie. C'est pas sûr qu'ils prennent un pilote comme Dunn, qu'ils prennent un pilote comme Colapinto. Peut-être qu'il pourrait devenir une équipe intéressante pour n'importe quel bon pilote. Pour un gars qui voudrait un nouveau pari, je dis n'importe quoi, mais voilà, enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, du Leclerc, du Piastri, du que sais-je. On sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Euh, You ran track for 3 days. All the drivers do some testing on the same conditions. The fastest receive that seat, like Red Bull did for years, but this is Alpine. En vrai, it would be the best solution. But there are also budget things. There will always be drivers complaining about tires, about track conditions that were maybe not the same. Maybe that if they go on track at the same moment, maybe one will have the toe of the other one, but the other one won't have it. Voilà, c'est jamais très 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 évident. Maintenant, avec la variable Colnaghi argentin, est-ce que le prono Colapinto, toujours là en 2030, tient toujours? C'est vrai que c'est moins évident. En plus, je m'étais fait descendre par les Argentins sur Twitter qui étaient complètement teubés, hein, aucune réflexion comme d'habitude. J'avais dit sur Twitter, quand Colnaghi avait annoncé qu'il allait passer sous licence argentine, j'avais dit que bah, c'était forcément une mauvaise nouvelle pour Colapinto parce que ça lui donnait un petit peu moins le monopole du public, des sponsors, et que donc Colapinto serait moins spécial. Si un autre pilote argentin potentiellement plus talentueux, c'est vrai que Colapinto pourrait perdre. Et tous les Argentins étaient en mode mais t'es complètement débile, t'es raciste envers les latinos. Enfin voilà, enfin, le classique, en plus venant des Argentins dire qu'ils sont racistes, hein. Je sais pas si vous avez suivi la soirée de Ligue des Champions d'hier, mais hein, voilà, hein, pas, c'est pas tous les Argentins, mais c'est toujours des Argentins, bizarrement. Bref, euh, merci beaucoup. Enfin, thank you to Mystery AMC for the follow. I had the chance to attend a Red Bull driver search in Portugal last year. They seriously evaluated just talent. It was amazing. A driver who complains is scared of real competition, you can cut him off instantly. Oui, enfin, en vrai, ça serait un truc à faire. Ça serait vraiment, voilà, une sorte de grand test. On met, voilà, Dunn, Colapinto, Aaron Mini. On leur donne la même voiture. Débrouillez-vous. Et puis voilà, faites le meilleur temps. Le meilleur temps, mais aussi, c'est pas que ça, aussi la meilleure simulation de course, il faudrait. Voilà, mais bon, il y a d'autres détails, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, malheureusement. Bref. Allez, on passe cette page Alex Dunn pour parler un petit peu du week-end dernier, quand même. Oula, il est 19h38. Un petit peu parler du week-end dernier en Formule régionale Moyen-Orient et en UAE4. On va commencer par la Formule régionale Moyen-Orient, par le moins excitant côté français, on va dire. Ça a été un week-end un petit peu compliqué pour nos deux Français, Jules Roussel et Andrea Dupé. Mais au final, on a eu une très belle, on a eu une bataille pour le titre jusqu'à la dernière course. Et ainsi, c'est Kin Nakamura Berta, le jeune pilote Williams japono, je sais pas comment on le dit, slovaco-japonais, japono-slovaque, sous licence britannique, mais japonais plutôt, qui a décroché le titre après une splendide double victoire. Et donc celui qui avait mené le championnat depuis le premier meeting, Rachid Aldairi, termine deuxième grosse clim. Nippo-slovaque. Ouais, peut-être Nippo-slovaque. Je sais pas si ça se dit Nippo. Ouais, Nippo-slovaque, peut-être, ouais. Alexander Abkazava termine troisième du championnat. Powell 4, Weldon 5, Prezirovski 6. On rappelle, je crois que je l'avais pas évoqué dans le live précédent, mais le top 6 marque des points pour la super licence. C'est pas grand chose, vu que c'est des championnats hivernaux. Ça ne donne plus 18 points comme ça avait pu le donner par le passé. Ça donne seulement 6 points pour les championnats hivernaux. Ça a été réévalué pendant l'hiver. Donc Nakamura Bertat gagne 6 points, Aldairi 5, Abkazava 4, Prezirovski 1 point.
On a ensuite Popov, Ninovic, Anurag, Anna, Taito Kato qui avait manqué la manche à Losail parce qu'il était aux essais de pré-saison de F3. Christian Ho, pareil. Yuki Sano est 13e devant, juste devant Emanuele Olivieri qui a fait seulement la moitié de la campagne. Miguel Costa, Zenruishi, Artem Severiukin. Malheureusement, au final, le meilleur pilote G4 dans le classement devant Francisco Macedo. Jules Roussel, son week-end partait très très bien en essai libre. Au final, ça finit 19e devant Maxime Rem, Andrea Kostic, Reza Sirovotoun, Andrea Dupé. Dion Gauda et Gérard Chier qui sont les 25 pilotes à avoir marqué des points dans ce classement. Heureusement qu'il s'appelle aussi Bertha, sinon on devrait parler de Kin Nakamura et Jin Nakamura. C'est vrai que ce serait... Ouais, c'est vrai. Tant mieux. Middle East level was average this year. Huge congrats Nakamura. Popov was also an interesting name. Popov, vraiment, il m'a surpris. Hein. Je le connaissais pas trop. Il a été vraiment très régulier. Un petit peu moins bien sur le dernier week-end, mais très bien. C'est Mumbai Falcons, donc Mumbai Falcons Prema, qui est championne équipe. Malheureusement, R-Ace a laissé filer le titre équipe aussi sur le dernier meeting. Un petit peu dommage. On a ART qui finit 4e également. Évidemment, voilà, c'était l'homme du week-end, que dire, double pole, double victoire. Il attendait, il y avait eu plusieurs podiums. Tu mises sur Olivieri pour la Freck? Ok, j'aime bien, ça se mouille. Après, voilà, on a du temps pour la Freck. Autant la F2, la F3, ça reprend dans 2 semaines. Autant, voilà, la Freck, ça reprend fin avril, donc on a un peu plus le temps. Kin Nakamura Berta, voilà, qui avait fait plusieurs podiums, il attendait sa première victoire, bah voilà, il en a deux. On rappelle que voilà, ce week-end a été très particulier. Déjà, c'était pas un week-end, car c'était du mercredi au vendredi, mais bref, c'est plus facile pour tout le monde de dire week-end, je pense. L'une des courses a été annulée. On va en reparler de ce qui s'est passé, de cet imbroglio au niveau des moteurs d'Autotechnica. L'une des courses a été annulée, donc il y avait moins de points disponibles, donc normalement ça allait être tout bénef pour Rachid Aldaeri, qui avait qui avait une avance de 24 points, alors qu'il restait que 50 points disponibles et non 75. Normalement c'était parfait pour Aldaeri. Et au final, bah voilà, Aldaeri n'a performé que sur son circuit fétiche de Yas Marina, que sur le circuit où il a été formé. Et on a vu à Dubaï et à Losail, deux circuits qu'il maîtrise moins, bah, ça a été plus compliqué. On ne peut pas non plus euh, tout remettre sur lui, puisque c'est aussi malheureusement Harris qui s'est un petit peu manqué sur ce week-end très particulier, puisque Aldairi bat ses deux coéquipiers, Emanuele Olivieri et Yuki Sano sur les deux courses, ces deux coéquipiers qui sont bien moins expérimentés, alors que voilà, Aldairi connaît les circuits, il a déjà roulé sur le circuit de Losail par exemple l'an passé, sur le circuit de Dubaï, euh, voilà, il a déjà roulé en formule régionale, bref, voilà. Mais voilà, ce week-end, Prévin était vraiment intouchable et avec les 6 points de super licence qu'il a obtenus, Kin Nakamura Berta valide sa super licence dès le mois de février, donc c'est déjà quelque chose. Voilà, c'est pas un pilote pour lequel je m'inquiétais particulièrement, mais voilà, il a déjà sa super licence validée. Euh, Munoz and Roussel are interesting drivers, both underrated. Dupé, for example, is nothing interesting, just a normal driver with budget to climb the ladder. Ça peut s'entendre, ça peut s'entendre. Moi, surtout, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner Alexandre Munoz. Puisque, comme le dit Natoon28, quand je le vois Anurag, donc le pilote ART, 9ème, j'ose même pas imaginer ce que va nous faire Munoz, qui devrait rejoindre ART normalement, selon ce qu'il nous avait dit sur Twitch en janvier. Dans le même temps, il n'aura pas roulé tout l'hiver. Il va tout apprendre de la voiture, des moteurs, etc. en Europe, lors des 7 pré-saisons de Freck. Donc voilà, je pense, voilà, tous les autres pilotes de la grille vont avoir un avantage que lui n'aura pas. Lui, il va partir de quasiment, je ne veux pas dire de zéro, il a quand même fait quelques tests dans l'ancienne génération de Formule régionale, mais bah, il va partir un petit peu de très loin, quoi. Donc voilà, ça va être intéressant de voir évidemment la saison d'Alex Munoz. Et sinon, Andrea Dupé, j'aurais été d'accord
avec ce qui a été dit, que c'était un pilote juste normal, qui a juste du budget pour grimper. Mais franchement, il a été plutôt intéressant, vraiment, sur cet hiver au Moyen-Orient. Euh, ouais, ouais, moi je l'ai trouvé pas mal. Alors, on ne saute pas non plus au plafond, mais j'ai trouvé vraiment des belles choses. Ça se, Malheureusement, ça se voit pas tellement au niveau du classement, puisqu'il marque un seul point, mais il faut quand même rappeler que ce point, ça devait être une septième place normalement, mais qu'il avait une pénalité. Euh, Franchement, je l'ai vu. Enfin, c'était pas mal. C'était pas mal. Je l'ai beaucoup plus vu que ce que je m'attendais. Donc voilà. Maintenant, il va rejoindre Van Amersfoort en Freck, en Europe. Van Amersfoort, qui a été en grosse galère, le line-up de pilotes n'aidant pas, je pense, mais qui a fini dernière ouais, de Formule Régionale Moyen-Orient. Euh, I still think Justy is the best French prospect at the moment. Looking at what they did in 25 last year, I would say I would say Naël, but it can change very easily. Et en temps normal, j'aurais même dit Evan Gilter, je pense. Mais Evan Gilter, normalement, devrait plutôt prendre la route du Japon. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec les moteurs? Eh bien, tout simplement, une nouvelle amélioration qui a été apportée par Autotechnica, le préparateur de moteurs, justement pour fiabiliser les moteurs qui avaient eu quelques casse moteurs, des casse moteurs qui étaient un petit peu attendus, c'est un nouveau moteur qui arrive. Euh, mais voilà, cette amélioration a complètement échoué. Selon le communiqué officiel d'Autotechnica, ça n'a pas été aidé par les vibreurs, les vibrations des vibreurs du circuit de Losail, qui sont très agressifs, hein. On se rappelle de certains Grands Prix de F1 avec des crevaisons en veux-tu en voilà, on va dire. Mais donc ça peut aussi perturber un petit peu les moteurs, en tout cas c'est l'explication qui a été avancée par Autotechnica. Donc toute la journée de jeudi a été annulée et il y a un moment on s'est dit est-ce que le championnat va se terminer? Eh bien fort heureusement oui parce que Autotechnica a réussi quand même à ramener, à transiter tous les moteurs qui étaient en Italie, à les ramener au Qatar en l'espace d'une nuit. A priori, c'était pas évident, mais ils ont réussi, et au final, ils ont réussi à sauver cette fin de championnat. On a quand même frôlé la catastrophe, et voilà, ça aurait pu être terrible pour le championnat, ça aurait pu être terrible pour les moteurs, pour les pilotes, pour Autotechnica, pour tout le monde. Au final, voilà, l'important est sauf. Perso, c'est celui envers lequel j'ai le moins d'attentes Justy, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on est un petit peu biaisé par son année 2025, où ça avait commencé très très bien, et au final, la deuxième moitié de saison, ça avait pas, voilà, ça s'était pas matérialisé toute la progression qu'on avait vue sur la première moitié de saison. Du coup, on reste un peu sur notre fin sur Alessandro Giussi. En tout cas, moi, c'est mon impression. Maintenant, voilà, moi, j'oublie pas ses saisons en F4, j'oublie pas ses saisons en Freca, j'oublie pas sa première moitié de saison F3 qui était vraiment très 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 prometteuse. Euh, voilà, faut qu'il mette tout bout à bout maintenant en qualif, en course. C'est sa deuxième saison en F3 et voilà, faut qu'il y aille. J'ai un peu peur vis-à-vis de ses teammates. Alors, face à Taponen et Colnaghi, bah, c'est clairement le défi. Ça peut le propulser vers la F1, tout comme Jussi, il peut complètement disparaître de la monoplace après cette année. Voilà, pour moi, c'est tout noir, c'est ou tout noir ou tout blanc. Enfin, c'est soit l'un ou soit l'autre, on va dire. Les tops, les flops du week-end de Losail, parmi les tops, Sébastien Weldon qui fait quand même un double podium, qui sauve un petit peu sa campagne hivernale, un petit peu compliquée, hein. Il a vraiment pas rivalisé avec Kin Nakamura Berta. Yann Przezirovski qui progresse bien. Alex Powell, franchement Alex Powell très 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 en forme, surtout quand on compare il sort d'une saison où il a été viré par Mercedes. Donc là, il se relance très très bien. Kabir Anourag, bah, on est obligé de le mettre dans les tops puisqu'il a été encore surprenant et vraiment le pilote leader d'ART. On rappelle qu'il y avait un pilote de F2 qui était présent à Losail ce week-end pour justement apprendre la piste qatari. C'était à Sanapol Intrapuasak. Bah, on l'a pas vu du week-end, tellement il était loin et nulle part. Il était chez ART, puisqu'il roulera avec ART. Il roule actuellement même avec ART en F2.
On l'a pas vu du week-end, enfin genre complètement paumé, donc je sais pas, ou soit il faisait juste des tours d'installation de découverte du circuit, mais bon. Et côté français, bah forcément, Jules Roussel, ça partait tellement bien aux essais, et au final, bah toute l'équipe est un petit peu passée à côté. Donc voilà, il n'a pas vraiment été à la lutte pour les points, tout comme Andrea Dupé, tout comme Severi Okin, l'autre pilote G4 aussi. MP et Apkazava, après avoir été excellents sur les 3 premiers week-ends, ont aussi un petit peu disparu. Et RA, ça finit sur une fausse note et laisse filer les 2 titres. Mais bon, c'était un circuit particulier et un week-end très particulier avec toutes les casses moteurs, tous les soucis qu'il y a eu sur les journées mercredi et jeudi. Percy, do you know anything about the negotiation between Deligny and Alpine? Are they still talking about it, or has everything stopped and they'll wait to see how things go in F3? Il y a eu des négociations, il y a eu des discussions. There were negotiations. Some people on Twitter say that Deligny will join Alpine. That's not what I've heard so far, but I think time will tell. But I think the fact that he was not in pre-season testing with Alpine livery, unlike Alex Dunn, will mean that he won't be with Alpine. But let's see how things turn out. Je sais pas pourquoi je parle autant anglais sur ce live. Je sais pas, mais merci à Mystery AMC qui a vraiment de très bonnes questions, je trouve. Mais donc voilà, Deligny et Alpine, euh, voilà, il y a eu des discussions. Certains disent sur Twitter qu'elles ont abouti. J'ai pas les mêmes informations. Il y a eu des discussions, ça je peux le confirmer. Mais voilà, le fait qu'il n'ait pas été aux essais précédents avec une livrée Alpine, au contraire d'Alex Dunn, me fait dire que on ne devrait pas le voir, avec Alpine cette année en tout cas. Euh, voilà, pour refaire un petit débrief du championnat, parmi les tops, forcément Kin Nakamura Berta qui se repropulse s'il le fallait encore parmi les top pilotes de sa génération. Alex Powell, forcément, on l'a évoqué. Apkazava, où j'ai oublié un H, hein. Apkazava, Popov et Anurag, c'est 3 pilotes que je n'attendais absolument pas, qui ont été franchement très très bons sur la campagne hivernale. Maintenant on sait, entre un championnat hivernal et le championnat européen, il peut se passer beaucoup de choses, beaucoup de différences parfois. En tout cas, ces 3 pilotes, ils ont surpris. Et donc voilà, pour Alex Munoz, qui sera coéquipier d'Anurag, normalement, bah, du coup, Anurag sera plutôt une bonne référence au vu de ce qu'il a fait au Moyen-Orient en tout cas. Parmi les flops, Salimana, hein, le pilote colombien qui était dans la 3e Préma, qui était nulle part. Van Amersfoort, la future équipe d'Andrea Dupé, c'est inquiétant puisque ils avaient notamment Dion Gauda qui était redoublant, que certains voyaient se battre pour le top 5, etc. Il a marqué un seul point. Ouh. Par contre, son coéquipier Francesco Macedo, le portugais, a été pas mal. Mais voilà, Van Amersfoort, c'est assez inquiétant. Même Rodin, en dehors de Alex Ninovic, c'est assez compliqué, alors que pourtant les essais de pré-saison Ayas Marina étaient pas mal. Et aussi les vieux de F3 et de F2, les vieux entre guillemets, hein, mais voilà, les pilotes qui étaient dans les championnats au-dessus, ils ont galéré, hein. Enfin, alors certes, il y a une victoire, je crois il y a une victoire pour Kato, une autre victoire pour Christian Ho, je crois. Voilà, mais sinon, ils n'ont pas vraiment pesé sur les débats, quoi. Attends, quoi? Renaud Francotte, il retourne avec MP? Non. Ah purée, bah j'ai pas vu. Bah alors, mince, mon diapo va pas être à jour non plus quand on va parler de l'Eurocup 3. Bon, bref. C'est une autre chose, on a aussi l'UAE 4, et ça, l'UAE 4, forcément, je... Non, on est obligé d'être heureux. On est obligé d'être heureux, alors certes, Andy Consani n'est pas allé chercher le titre, mais ce week-end, à Losail, il a été absolument exceptionnel et il a fait un week-end qui restera dans sa carrière en tout cas. Alexander Bondar est fait champion pour 8 points, mais Andy Consani a fait 2 victoires, que dis-je, de pole, que dis-je, de meilleur tour, que dis-je, comment on appelle ça, de coup du chapeau, que dis-je, de grand chelem. Donc voilà, il a été exceptionnel, Andy Consani, ce week-end à Losail. Kenzo Craigie est 3e. Bon, il n'était pas vraiment dans le rythme comparé à son coéquipier français, alors que Craigie avait battu Consani sur le week-end de Dubaï. Bah, à Losail, en tout cas, Consani a remis les pendules à l'heure. Loin derrière ce top 3, même si
il y a quand même un écart de presque, il y a un écart de 65 points entre Consani et Craigie. On a ensuite Nicolo Macagnani, le pilote italien qui a bien bénéficié des courses à grille inversée, vu qu'il fait ses 3 podiums et ses 2 victoires sur des courses à grille inversée. Ce qui fait qu'il ne devrait pas mériter vraiment d'être quatrième au championnat. Et ce serait plutôt un rôle qui devrait revenir à David Cosma Christopher, qui a été très régulier toute la saison. Christian Costoya finit bien, lui, avec un podium sur une course à grille standard. Il finit 6ème. Scott Lindblom, 7ème seulement. Pourtant, voilà, les 2 premiers week-ends laissaient augurer d'un bien meilleur résultat. Alpaksoy, le pilote turc, est 8ème. D'ailleurs, pilote turc, ça peut être pas mal pour le futur, puisque la Turquie, selon les rumeurs, pourrait revenir un petit peu au calendrier. Do you know? No, for Gabriel Gomez, I don't know. I don't know because I don't see where he can go now. There are so few seats left. Oula, je commence à fatiguer. Donc non, je sais pas pour Gabriel Gomez où il ira. Donc voilà, Martinez, très bon pilote du kart. Émilie Coty, la meilleure féminine, qui termine dans le top 10 également. Je ne vais pas faire tous les pilotes. Voilà, on peut aussi noter que côté, il y a aussi, chez RS, il y avait aussi Elia Weiss qui a fini 16e. Chez les féminines, il y a Peyton Westcott qui a fini 21e, Alba Larsen 22e. Voilà, et côté français toujours, R-Ace a été champion équipe après cet excellent dernier week-end. C'est pas, ça doit être un petit peu un sentiment un petit peu peut-être un petit peu particulier chez R-Ace. Il y a une partie du garage qui a dû faire la fête côté F4 où ils ont été absolument exceptionnels avec Consani, et l'autre partie du garage de Formule régionale où ça a été un petit peu plus compliqué, je pense, d'avoir laissé filer les titres. Surtout, voilà, certes il n'y a pas le titre, mais Consani, pour moi, il est entré dans une nouvelle dimension ce week-end. C'est vraiment le week-end référence qui lui manquait. Il y avait certes eu des excellents week-ends, surtout à Yas Marina, même Dubaï, où il fait un triple podium, mais il est battu par Craigie, donc on ne peut pas dire que ce soit un week-end référence. Mais là, c'est le week-end référence. Double pole, double victoire, double grand chelem. Il n'est jamais vraiment inquiété par Bondarev qui ne fait jamais vraiment aucune attaque. C'est vraiment un week-end de patron. Voilà, au final, il est trop court de 8 points pour aller piquer le titre à Bondaref. Il n'y a pas de regret à avoir. Et puis on l'a vu, voilà, vu la façon dont il a célébré, il n'a pas de regret. Ça se voit et c'est assez beau. On rappelle que Consani était l'un des très rares pilotes, peut-être le seul, non, je ne sais pas, j'ai pas la situation des 44 autres pilotes, mais il n'a pas eu un jour de roulage depuis octobre. Depuis la dernière manche d'Euro 4 ou de F4 italienne, il n'a pas roulé, il n'a pas fait une seule journée de test. Et il découvrait tous les circuits, au contraire de Bondaref, qui avait déjà fait la F4 Emirati l'an passé. Donc il découvrait Yas Marina, il découvrait Dubaï, il découvrait Losail. Il n'a pas roulé pendant l'hiver, ni pendant l'automne, et il fait vice-champion, 3 victoires, 9 podiums en 12 courses. C'est cette stat qui est complètement dingue, 9 podiums en 12 courses. Bondaref, lui, n'en fait que 7. Voilà. Voilà. Enfin, pour moi, voilà. Cette campagne hivernale, voilà pourquoi Mercedes croit en lui. Maintenant, ça va être cap sur la F4 italienne, avec RS toujours. On sait que RS est moins dominante en Italie, en Europe, que au Moyen-Orient, mais il y a quand même de belles choses à faire, des podiums à aller chercher peut-être des victoires aussi. Mais voilà, ça avait été compliqué, on se rappelle en 2025, Alex Powell et Emanuele Olivieri jouaient le titre au Moyen-Orient, et au final ils ont fini quoi, 7ème, 8ème, quelque chose comme ça en Italie. Donc voilà, la F4 italienne c'est une autre paire de manches, c'est d'autres conditions encore. Les tops, les flops du week-end, top, Christian Costoya, le jeune pilote McLaren qui progresse petit à petit. C'est pas encore étincelant, mais voilà, c'est un week-end solide, un premier podium sur une course à grille standard. Martinez aussi, le pilote PHM, un très bon pilote de karting, qui se révèle un petit peu aussi sur ce week-end. Les flops, bah, bon, il y a vraiment des pilotes qu'on n'a pas vus, quoi. Scott Lindblom, qui était pourtant chez Hightech, qui avait un partenariat avec la fédération qatari. On aurait pu imaginer que du coup, je sais pas, ils auraient peut-être des datas sur le circuit de Losail, ou je sais pas. Bon, du coup non. Lindblom, on l'a pas vu du week-end. Et Emily Coty, la meilleure féminine, qui termine 10ème du championnat, sans aucun point sur ce dernier week-end. C'est un petit peu dommage, mais ça reste quand même positif dans l'ensemble, cette campagne hivernale. Les tops,
Bondarev, Kontsani, Craigie. Bon, vraiment, ces trois pilotes-là ont été exceptionnels. Craigie, évidemment, finit assez loin au classement parce que bah, c'est un rookie aussi. Hein, c'était ses toutes premières courses en F4, mais vraiment, il a montré un énorme, énorme, énorme potentiel. Et il est champion rookie, en plus d'être troisième au général. Cosma Christopher, moi, il m'a bien surpris. Lindblom, bon, voilà, je pense qu'on va le mettre dans les tops quand même, et il sera un vrai prétendant F4 britannique cette année, mais ouais, il m'a un peu déçu sur le dernier week-end, donc je reste un petit peu sur ma faim, à voir s'il pourra challenger des gars comme Dries Van Langendonk, dont on va parler tout à l'heure. Les flops, dans l'ensemble, sur ces 4 week-ends, je vais mettre Costoya, mais voilà, on a vu une belle progression. Alpaxoy qui avait une belle petite hype au sortir de l'hiver, où il avait gagné le mini championnat non officiel de Formule 4 Emirati, de Formula Trophy. Bah, au final, il est un petit peu rentré dans le rang, mais c'est pas indécent, mais bon, c'est pas exceptionnel. Et Rowan Campbell-Pilling, Theo Palmer, deux pilotes qu'on attendait un petit peu plus devant, qui sont vraiment passés à côté. On n'a pas retrouvé le Lindon du premier round. Bah, à la rigueur, le deuxième meeting, il avait été pas mal. Il avait fait 2 pôles, mais ensuite en course, ça avait été compliqué. Il avait fait 2 podiums. Bon, c'était déjà 2 podiums. La Formula Winter Series, ça c'est du côté de l'Europe continue. Dries Van Lange donc est toujours en tête du championnat avec 61 points d'avance sur Harry Bansal. Alexander Ruta a fait un très beau triple podium, le Polonais. Thomas Berman, le petit frère d'Oli Berman, est quatrième. Rocco Coronel, pour son dernier meeting dans ce championnat, est actuellement sixième. Alfie Slater est huitième, le petit frère de Freddy Slater. Voilà. On rappelle que Slater, petit frère, est coéquipier de Van Langen, donc la différence pique. Oui, oui, je serai toujours là pour mettre des petites piques à Alfie Slater. Dries Van Langen, donc un petit peu moins impérial, le pilote belge, mais toujours devant. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé autour de Valencia, mais globalement, la journée de samedi a été annulée en raison des traits de la tempête et des vents très importants. Donc, encore une fois, un nouveau week-end de Formula Winter Series et des grilles de départ aléatoires, celle de la course 3 étant constituée par les meilleurs tours en course de la course 2. Donc forcément, des petits malins en ont profité pour chausser des pneus neufs, pour aller chasser le meilleur tour en course et aller prendre la pole position. C'est ce qu'a fait notamment Arjen Kreling, le pilote allemand qui n'avait pas marqué de points depuis la première course, et bah, mais qui a tenu son rang ensuite durant la course pour aller décrocher sa première victoire. Donc bravo à lui. Très gros week-end du surprenant Alexander Ruta, voilà, qui a fini aux alentours de la 22e place en F4 italienne l'an passé, mais qui redouble et qui a une belle expérience maintenant, qui a fait son plus beau week-end en carrière. Van Langen donc encore vainqueur, pas étincelant ce week-end, mais encore vainqueur. Un petit peu compliqué sur les départs peut-être ce week-end, mais voilà. 61 points d'avance au classement, il y a même moyen qu'il soit sacré de le prochain meeting, possiblement. On passe rapidement à la preview. J'allais dire qu'il a été catastrophique à la course 2, mais il fait P3. Ouais, comment tu fais? Voilà, il nous met des standards tellement hauts qu'on arrive à être déçu le week-end où il fait P1, P3. Donc bon, voilà, c'est Van Langen donc quoi. L'Eurocup 3 Spanish Winter Championship, c'est tout simplement la preview de l'Eurocup, la preview, le championnat hivernal de l'Eurocup 3, donc avec probablement des grilles qui vont beaucoup se ressembler. C'est un mini championnat de 3 meetings de fin février à sur les mois de février et de mars qui commence ce week-end donc à Portimao. Alors qu'en plus de la liste de pilotes que vous pouvez voir, il y a aussi Johan Pukwi qui va rejoindre Double R Racing. Ça ne va pas changer grand-chose au championnat en effet. On peut voir notamment du côté des top teams Patrick Roder qu'on a pu voir lors des tests de pré-saison en F3 la semaine dernière, Thomas Strauven, le champion de F4 espagnol, Enzo Tarnvanishkoul, le jeune pilote Red Bull, redoublant dans la catégorie, Alex Powell, bon Alex Powell je ne le présente plus, euh, on l'a déjà évoqué en Formule régionale Moyen-Orient, c'est le même, il fait 2 championnats hivernaux. Chez MP, on a Ehan Eijkmans, le vice-champion de F4 espagnol, Gianmarco Pradel, le vice-champion de GB3, et René Lamers, le troisième de F4 espagnol. Et voilà, il y a d'autres pilotes très intéressants,
mais qui sont dans des plus petites équipes et historiquement en Eurocup 3, c'est généralement une bataille entre MP et Campos et c'est MP et Campos qui ont les meilleurs line-up de pilotes. On notera quand même qu'il y a James Segosi chez Palou Motorsport, James Segosi qui avait fait un top 10 l'an passé, voire même qui avait été troisième du championnat hivernal l'an passé pour Palou Motorsport qui s'associe avec Prema cette année. On a l'arrivée d'Hightech dans le championnat avec l'arrivée de Kinou Alazari notamment, vainqueur en GB3 l'an passé. On a aussi chez Technicar, on a aussi Casper Stuka, l'expérimenté qui revient. Et on a Yannis Stevenedens, notre pilote, enfin notre pilote, le pilote belge, vice-champion de F4 France, qui est là chez GRS en tant que pilote référence également. Double R, c'est pas l'équipe de Rodin, non, ils ont un statut un petit peu particulier. Ils sont très proches des Slater, euh, mais je sais pas si officiellement il y a des liens avec Rodin pour Double R. Je ne sais pas. Et oui, ben, les entrées sont limitées il y a 4 voitures par équipe. C'est limité. La team Palou a un lien avec Alex Palou, bien évidemment. Ça a été fondé par Alex Palou. C'est managé au quotidien par le père Ramon Palou, je crois. Mais Alex Palou est vraiment impliqué dans l'équipe, hein, et parfois il sert même en tant que pilote de référence. À ce rythme-là, on va faire rouler Percy en GB3. J'avoue que la GB3, enfin, il ne va plus y avoir personne. Il ne va plus y avoir personne, c'est terrible, hein. Mais maintenant, dans ce championnat, on a un pilote français. Il s'agit de Raphaël Perrard, notre français qui avait été 7ème de F4 France l'an passé. J'avais fait d'ailleurs une petite interview avec lui pour Auto Hebdo en septembre. En septembre dernier. Maintenant, la grille est quand même pas mal. Enfin, genre Strauven, Powell, Eusenroder, Tim Van School, Pradel, Lammers, Ekemans, Egodi, Steven Edens, Alazari, Stuka. Bah, je crois que ça fait 11 pilotes si je dis pas de bêtises. Les points, c'est pour le top 10. Ça peut être, voilà, les places peuvent partir vraiment assez vite. Alors Raphaël Perrard, évidemment, il va découvrir donc la catégorie Formule régionale. On rappelle que tout comme au Moyen-Orient, tout comme en Formule régionale Moyen-Orient, c'est une nouvelle voiture qui est introduite là en Eurocup 3, excite la Tatus et place à la Dallara 326, très très proche de la voiture qui est utilisée en Euroformula Open, ce championnat qui est toujours mort-vivant, mais qui offre de superbes courses. Donc on peut espérer avoir de superbes courses. La météo est sèche, normalement, il ne devrait pas y avoir de tempête ou de pluie ou de voilà, que sais-je. C'est probablement le meeting le plus important du championnat hivernal parce que le circuit de Portimão est aussi présent au calendrier du vrai championnat de l'Eurocup 3 en mai, au contraire de Jarama et de je l'ai plus il y a purée. Bref, c'est un mini championnat de 3 meetings, mais les deux autres meetings ne sont pas au calendrier en tout cas. Au calendrier du vrai championnat d'Eurocup 3. Motorland Aragon, merci. Merci beaucoup Homero. Ton pronostic pour le championnat? Franchement, au vu de ce que Alex Powell a montré, maintenant, j'ai toujours ma théorie, je sais toujours pas si elle est bonne, mais que Campos préfère les conditions chaudes, MP préfère les conditions froides. Ah, et purée, le line-up de Campos, Strauven, Powell, hein. Enfin, sans compter, même Roder est un. Enfin, c'est très très lourd. Euh, j'ai envie de dire Powell. J'ai envie de dire Powell pour le moment. Et ouais, je pense partir sur Powell. Donc voilà, pour Raphaël Perrard, je ne sais pas vraiment ce qu'on peut espérer. On rappelle que voilà, Palou est associé à Prema, donc il a fait d'ailleurs toute une petite semaine euh, dans le simulateur de Prema. Donc l'équipe peut faire un vrai step en avant. Maintenant, voilà, ça reste MP et Campos en face. Il y a Hightech aussi qui débarque. Voilà. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire, puisque Raphaël Perra a pas mal été désavantagé, je pense. Pas mal désavantagé par le fait que les F4, enfin, c'est un pilote assez, on va dire, qui a un gabarit, on va dire, qui a un certain gabarit, on va dire, comparé à certaines petites crevettes qui étaient peut-être plus légères et plus rapides dans des F4. Là, il va moins avoir ce désavantage en formule régionale, à voir si ça peut l'aider un petit peu. Ouais, je sais pas trop, j'ai dit Powell, mais
Je sais pas, j'aime bien ce truc comme quoi MP il préfère les conditions froides et donc du coup il serait mieux dans le championnat hivernal. Et donc, bah écoutez, oui voilà, vous verrez mon pronostic sur le Discord. Pour le moment, je dirais Powell, mais je peux changer jusqu'au pronostic sur le Discord Percy F1 que vous pouvez rejoindre, bien évidemment. On a aussi le championnat de F4, la F4 espagnole, qui a aussi son championnat hivernal, qui s'appelle Eurocup 4 Spanish Winter Championship. Bon là, on va pas faire tous les pilotes, mais vous pouvez voir déjà dans les grosses équipes chez MP, plusieurs pilotes très intéressants du style Rocco Coronel, qui est chez Red Bull, du style Casper Schorman, qui a remporté le volant Richard Mille, et chez MP, qui aligne une deuxième équipe, une équipe satellite, on va dire. On a aussi notre Français Louis Cochet qui fait ses grands débuts en monoplace. Donc voilà, c'est le Français en question, un pilote normand, un nouveau, un de plus à la liste, le neveu de Jonathan Cochet, qui sera avec MP Motorsport. J'ai pas des attentes spécialement trop hautes, en tout cas pour le début. Tu vises qui en disant petite crevette? Je vise globalement Lisa Billard, qui est, je pense, la pilote la plus légère, qui était la pilote la plus légère de la F4 France. Et tu compares le gabarit de Lisa Billard à celui de Raphaël Perrard, et il fallait que Lisa ait beaucoup de lest, hein, je pense, dans sa voiture. Euh, donc voilà, je vais pour l'instant, les essais collectifs auxquels Louis a participé le mettaient plutôt dans le top 15 et plutôt derrière ses coéquipiers chez MP, que sont Rocco Coronel notamment. À voir ce que ça va donner, à voir ce que ça va donner avec la compétition. Mais voilà, chez MP, Coronel, Shorman, ça va être très intéressant. Il y a beaucoup de pilotes expérimentés qui reviennent pour une deuxième, voire une troisième saison de F4. C'est le cas de Vivek Kantan, Nathan Tai, Noah Montero. On a aussi plusieurs pilotes féminines comme Luna Flusha qui est soutenue par Mercedes. Et on a Zoé Florescu qu'on a pu voir en Formula Winter Series également. Donc plusieurs pilotes à surveiller qui vont faire leur premier vrai championnat, on va dire. La saison karting continue, on s'approche de la fin de ce live. En plus des Formula Winter Series à Valencia, il y avait aussi la Yame Winter Cup. La Yame Winter Cup, c'est on va dire la course de reprise pour les championnats Yame, donc les championnats avec les moteurs Yame. Il y a des sortes des coupes de marque, on va dire, et donc là c'était avec des moteurs Yame. Voilà, ça n'a pas spécialement tourné à l'avantage des Français dans la plupart des catégories, sauf en X30 Mini, où c'est Aaron Bordanova, né en juillet 2014, qui s'est imposé. Maintenant, voilà, qui s'est imposé, mais il n'y a pas eu de finale, il n'y a pas eu de pré-finale, puisque la journée de samedi a été annulée. Mais voilà, il a été déclaré vainqueur. Ce week-end, on a le retour de la WSK, le plus grand promoteur de championnat de karting international sur la piste de Viterbo. Pas de Lucas Sell malheureusement, pas de Gabriel Canal non plus côté français, mais on aura Thomas Pradianoka, on aura des pilotes comme Stan Ratajski qui a récemment été signé par l'agence de management The Grid, l'agence de Gasly, Adjar, Giusti Deligny, etc. Mani Nuvolini sera également de la partie, le pilote français soutenu par Mercedes qui est deuxième au championnat. D'autres pilotes seront également présents, également le médiatique Amine Pantoli qui sera en catégorie mini encore. Bon, j'ai changé la diapo un petit peu au dernier moment, mais on a aussi la saison française sur la scène nationale qui démarre avec l'Open Kart Mag sur la piste de Salbris, au cœur de la région Centre-Val de Loire, représente. Voilà. Côté espoir à suivre en monoplace, on va surtout suivre la catégorie KZ2, la catégorie des cartes à boîte de vitesse qui m'intéresse très particulièrement puisqu'on a plusieurs gros espoirs qui arrivent, notamment Maël Le Marchand, le pilote normand, vice-champion de FIA Academy Trophy, sur lequel la FFSA mise énormément, très gros talent qu'on retrouvera en F4 France en 2027 sans aucun doute. Je suis très content que beaucoup de pilotes, que les jeunes pilotes de 14 ans se préparent à leur passage en F4, non pas en faisant des tests euh, ou en roulant dans des catégories comme Loca, etc., mais en roulant en KZ, puisque c'est des cartes à boîte de vitesse, ça veut dire les départs arrêtés, ça veut dire aussi les boîtes de vitesse, etc. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut faire.
pour Maël Le Marchand. On a aussi d'autres gros espoirs avec Aloïs Girardet et Lenny Robillot-Lagache. Il y a aussi d'autres anciens espoirs qu'on retrouve comme Craig Tanik ou Antoine Broggio. Initialement dans la catégorie X30 senior, donc des go-karts on va dire, enfin donc pas de boîte de vitesse. Il y avait Evan Gilter sur l'entry list, a priori malheureusement, petit contretemps, on ne devrait pas l'y retrouver, c'est dommage puisqu'il y a aussi des jeunes espoirs qui sont engagés comme Hugues Piquion, l'espoir de la Guadeloupe, espoir de 14 ans, et Bruno Spengler, lui c'est pas du tout un espoir, c'est un ancien champion de DTM canado-français, canado-alsacien, Bruno Spengler, champion de DTM en 2012 je crois. Voilà, qui a été pilote d'usine BMW jusqu'en 2024 et qui est pilote Bugatti désormais. Voilà, qui sera engagé en karting à Salbris. Bah écoutez, pourquoi pas. Et en catégorie nationale, chez les 12-14 ans, on aura également les débuts de Charles Ural et de Mike Ménard qui font partie de cette génération 2014 si prometteuse avec voilà, ces deux pilotes, le pilote normand notamment Charles Ural qui a roulé le week-end dernier à Valencia également. Et donc voilà, vous avez tous les horaires pour ce week-end d'Eurocup 3, Eurocup 4, Spanish Winter Championship. Et bon voilà, le championnat est diffusé sur YouTube, sur la chaîne du Spanish Winter Championship. Donc voilà, côté Eurocup 3, il y a Raphaël Perard. Côté Eurocup 4, il y a Louis Cochet. Il y a aussi Pablo Ricobono Bello, le pilote franco-canarien qui roule chez GRS et qui a déjà fait une saison, je crois une saison de F4 France. Et on a aussi les frères Philippe Armand et Jean-Paul Carras, pilotes franco-grecs, qui roulent sous licence grecque, qui seront chez G4 Racing. Tous les horaires sont publiés sur Twitter et sur Blue Sky d'ici demain, je crois. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live, d'avoir posé autant de questions aussi dans le chat, c'était très 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 sympa. Je ne sais pas s'il y aura un live ce week-end. Je pense si jamais Raphaël Perard fait peut-être une grosse qualif ou quelque chose comme ça, il y a peut-être moyen. Attendez, je revois les horaires. Ah, c'est pas super pratique. Ouais, peut-être un dimanche, peut-être le dimanche, je sais pas. Je pense que ça dépendra de s'il y a des grosses qualifs de nos Français, notamment Raphaël Perrin et Luc Cochet, mais normalement, pas de live prévu ce week-end. Et surtout, il faudrait surtout que je prenne un petit peu de temps pour préparer là, la semaine de Melbourne, parce qu'il y a de live 2, il y a de live 3 qui va reprendre. Il va falloir que je prépare un petit peu de contenu quand même. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur YouTube, sur TikTok et sur Blue Sky. Voilà. Je crois que je vais bientôt avoir des articles qui vont sortir dans Auto Hebdo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chercher les Auto Hebdo, notamment celui qui vient de sortir, le guide F1, je ne l'ai pas encore. Mais voilà, le guide F1 2026, je ne peux que en faire la pub puisque j'achète tous les guides F1 Auto Hebdo depuis que j'ai 12 ans. Donc je vous invite à aller acheter le guide Auto Hebdo. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent week-end de course et on se dit à très bientôt. Bye bye.